J'arrive, hein, mon pied est brisé, évidemment. Je vous le cache pas, c'est honteux et désastreux, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et d'ailleurs, en parlant de désastre, en voici un. Ça, c'est moi. En 2011, j'ai 16 ans, ça fait mal. Ça fait aussi mal, hein, c'est moi l'autre matin, puis c'est toujours pas le fun. Mais c'est la vérité. La différence, donc, je pense qu'on peut voir entre ces deux photos-là, c'est évidemment, bon, un glow-up, je l'espère, vous me direz, parce que sinon, on sait qu'il y a un problème. Également, l'évolution des cernes, peut-être. J'ai pas mal regardé de tutos YouTube pour du make-up. Je sais pas si ça se voit. Mais la seule chose, je pense, qui se voit pas, ou peut-être que ça se voit si j'ai bien fait ma job, c'est que il y a une chose commune, c'est que dans ces deux photos-là, j'ai toujours beaucoup pleuré puis beaucoup créé. Et c'est un peu ça le sujet dont je vais vous parler à ce soir, parce que ça fait vraiment mal, puis c'est tous les jours, mais c'est le fun. Fait que ça, c'est ce que je créais quand j'avais 16 ans. Donc, c'est une représentation tout à fait réaliste, comme vous pouvez le voir, puis ça, c'est ce que je créais ce matin, tout simplement, en toute humilité. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui a mené à ce changement de perspective finalement sur 10 ans et ce qui fait que je suis aujourd'hui en train de vous parler de santé mentale, de ma santé mentale en tout cas, un peu trop ouvertement en public. Ben, c'est tout simplement le fait que j'ai découvert ce que c'était la passion. Puis la passion, ça fait une grosse différence dans le sens où tu as toujours envie de mourir un matin quand tu te réveilles, mais tu te dis que potentiellement tu pourrais peut-être faire quelque chose quand tu vas te lever, si tu as envie de te lever. Fait que cette passion-là, pour moi, je la vois comme un canaliseur d'émotions qui est fait d'émotions positives puis négatives qui vont se rencontrer à un point focal et qui va générer une réfraction d'énergie, puis ici, en l'occurrence, de l'énergie créative, en tout cas dans mon cas. C'est un peu avec cette énergie-là, puis cette passion-là, que tu te retrouves un peu à l'aveugle dans ta vie à faire des choses que tu n'aurais pas forcément pensé faire. Tu sais, un matin, c'est comme, tu es en 2018, tu coupes plus du tout les cheveux de tes amis dans un parking, mais tu te retrouves à graduer d'une maîtrise du design. Tu as écrit un mémoire de genre 80 000 signes sur le design du livre, puis la relation que ça a avec la psyché humaine, puis tout, que du fun. Et, et ça, ben, ça m'a pris, en fait, comme genre 7 ans à comprendre que c'était ça ma passion et que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Puis c'est donc bien poche d'avoir appris ça si tard, mais en même temps, je suis vraiment reconnaissante parce que ça fait partie de ce processus-là, du travail créateur et de toutes les crises qu'on peut rencontrer dans sa vie, au cours de sa vie, quand on se cherche et qu'on essaie de comprendre qui on est, et que c'est tellement difficile, parce que crime, ça fait mal, là, des fois. T'es comme, pourquoi je suis comme ça? Puis ces crises-là, il s'avère que quand on vient à parler de santé mentale puis de processus créateur, ces crises, c'est quelque chose d'avéré et ces deux éléments, c'est des choses qui sont intimement liées dans un schéma infini. Ici, c'est ce que, par exemple, l'auteur Didier Anzieux, lui, va appeler les 5 phases du travail créateur. Et chacune de ces 5 phases sont considérées comme des crises. Donc, par exemple, en premier lieu, tu vas voir ta crise de saisissement, genre yo, faut que je fasse de quoi? J'ai un besoin de faire quelque chose. Mais c'est instinctif. Dans un second temps, tu as ta deuxième crise qui, elle, est ta prise de conscience de ce besoin. Donc là, tu assimiles le fait que tu as envie de faire quelque chose, ce qui est déjà beaucoup. Et dans un troisième temps, tu vas devoir décoder ce besoin-là. Parce que ce besoin-là, il faut le comprendre et il faut appréhender sa mise en forme. Ce qui nous amène par la suite à la crise numéro 4, la plus fun, la plus détestée aussi, parce que c'est la phase de la névrotisation et finalement du processus créateur qui, lui, engendre beaucoup de sentiments comme le remords, les regrets, la frustration, que des trucs vraiment nice qu'on a envie de ressentir au quotidien, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai envie, bizarrement, je ne sais pas pourquoi je le fais, jusqu'à aller à la 5e crise, qui, elle, est la crise de l'achèvement de la dite création, et donc un peu, tu sais, finalement, le deuil de cette création-là. Là. Et en plus, cette création-là, il va falloir que tu la confrontes au regard externe des autres. Nice, super. C'est comme si c'était pas assez difficile. Là. Donc, c'est à ce moment-là, à cette crise numéro 5-là, qu'il y a potentiellement
une possibilité, en fait, que la boucle se referme encore, parce que c'est quand tu vas achever et confronter ta création au regard de l'autre et la laisser partir que tu vas pouvoir générer ce sentiment de saisissement à la suite qui va peut-être te faire créer quelque chose d'autre. C'est donc ben nice, tout se fait toute seule. C'est bon, moi, j'ai rien à faire. Fait que, il s'avère que moi, ce processus de création-là, et puis toutes les choses que je lis, je pense que je prends ça un peu trop à cœur parce que j'ai décidé de faire de cette vulnérabilité-là puis de ces crises, genre mon image de marque. Tellement une bonne idée, je ne sais pas pourquoi. Mais il s'avère qu'on va retrouver ça partout, mais vraiment partout. Comme vous pouvez le voir ici, dans mon nom d'artiste, qui vient de cette superbe idée, phrase, déclaration, suivi d'une belle appropriation linguistique hispanique, je m'en excuse, pour se terminer en ce nom d'artiste qui est donc Malavida et qui est pas si pire finalement. Faut juste le dire rapidement et mettre beaucoup de A au milieu, puis ça passe. On le retrouve également dans mon positionnement en tant qu'artiste, ce que j'appelle aussi mon slogan, parce qu'on essaie de rendre ça un peu plus compréhensible, là, marque, slogan. Et c'est ça, je le mets partout, puis comme ça, je m'assure que les gens comprennent un peu ce que je fais en une seule phrase, parce qu'il faut dire que ce que je fais, c'est quand même assez abstrait. Vous le savez peut-être, parce que vu que vous avez tous lu ma bio, n'est-ce pas? Parce que moi, je l'ai écrit, je veux dire, j'ai mis tout mon cœur là-dedans, donc j'espère que vous l'avez lu. Parce que sinon, je vais pleurer. Dans ma bio, c'est marqué. Hein? Donc, sensibilité émotionnelle, santé mentale, tout ça, tout est marqué. Puis, on va le retrouver aussi dans mes œuvres. Donc, mes œuvres abstraites qui sont éclairées par des titres un peu moins abstraits. Et finalement, tout ça, ça crée cette image de marque, cette persona de Malavida, j'ai mal à la vie. OK, whatever. Fait que finalement, moi, toute cette image de marque, cette vulnérabilité, tout ça, c'est devenu un peu comme mon moteur créatif, évidemment, mais aussi, ma maison. J'appelle ça ma maison parce que c'est comme, genre, je suis dans ma petite place d'inconfort, puis je suis confortable là-dedans, parce que ça fait mal, puis c'est le fun. Si toi aussi, t'as un peu... des troubles puis des difficultés à gérer ta santé mentale. Tu sais un peu ce que c'est que l'anxiété. Des fois, tu es un peu confortable là-dedans, dans le sens où tu veux pas trop en sortir parce que tu la connais bien puis elle te connaît bien. Puis ça, c'est un peu ma situation maintenant, là. Mais moi, ce que je décide d'en faire de ça, c'est que je me positionne en tant que designer de l'émotion. Designer de l'émotion, pour moi, c'est quoi? C'est finalement faire de ce qui me fait me sentir mal à tous les jours, quelque chose qui va peut-être générer ces autres phases de saisissement, de prise de conscience, puis d'introspection chez l'autre, là, pour que peut-être à son tour, cette personne-là fasse la même chose avec l'autre et qu'on génère un peu, tu sais, une réaction en chaîne où on va essayer de se tirer un peu vers le haut parce que, bon, on sait que c'est tough la vie, mais on va toffer. Fait que c'est un peu ça mon devoir. Et cette relation-là, cette réaction en chaîne, elle ne pourrait pas exister finalement si la relation, en fait, entre le créateur, donc ici moi, l'œuvre et la personne qui va témoigner de cette œuvre-là n'existait pas. Ça ne pourrait pas exister. Et finalement, c'est à travers cette relation-là qu'on va développer une fonction empathique. Et c'est là que le designer de l'émotion, pour moi, à mon sens, arrive et fait sa job un peu dans l'ombre. On n'est pas là pour servir une fonction traditionnelle de vendre quelque chose, de communiquer vraiment un message de marque ou quoi que ce soit. On est là pour véhiculer une réflexion qui est très subjective à chacun. Et donc, ça me fait penser... tu vois, on est un peu tous dans le mal, au fond, parce que tout le monde a un peu ses difficultés, ses propres troubles, ses propres traumas, etc. Mais dans cette relation-là d'intimité, on est quand même ensemble et ça nous rapproche justement via cette honnêteté émotionnelle qu'on peut avoir au quotidien avec l'autre et dans ce qu'on crée. Et c'est pour ça que ça me rappelle souvent là, cette citation de Tennessee Williams, que, bon, j'avoue, je l'ai entendu dans Les Frères Scott, là, mais bon,
si vous connaissez pas, c'est-à-dire que je suis vraiment vieille, puis bon, tu sais, j'ai pas encore 27 ans, là, ça va, non? Euh, mais donc, cette citation de mon chum Tennessee Williams qui dit « La solitude est un sentiment partagé par tellement de gens que ce serait extrêmement égoïste d'éprouver sa solitude tout seul. » Ce qui, en soi, dans une certaine lecture, est assez vrai parce que euh, on a cette variable inconnue qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à appréhender. Puis on met tellement d'efforts à juste rester dans son coin, puis à faire nos petites affaires, à espérer que quelqu'un le voit ou pas, que quelqu'un s'y intéresse ou pas. Puis tout ce qui nous fait le mal, on va le garder pour soi parce qu'on ne veut pas déranger personne. Ben, finalement, c'est un peu tout ça contre quoi je me bats, notamment pour moi, mais pour les autres aussi, là. Et cette variable inconnue qui est contenue dans ce que contient pleurer et créer, finalement, moi, je l'explore depuis genre 6 ans officiellement. Puis là, c'est tough parce que ça veut dire que c'est long déjà. Et donc, je l'explore en tant que designer graphique, je l'explore en tant qu'artiste, puis je l'explore aussi en tant que, plus récemment, crypto-artiste. Fait que ça, c'est un terme un peu flou là, pour dire que je crée, certifie et vends mes œuvres dans le contexte du metaverse, comme ma comparse l'a bien cité tantôt, notamment en utilisant le système des NFT ou jetons non fongibles pour les intimes, dont vous avez peut-être certainement entendu parler récemment. Pour X ou Y raisons diverses et variées, bonnes ou mauvaises, controversées ou pas, ce sera à vous de juger. Moi, je ne suis pas là pour vous expliquer ça, mais je suis là pour vous parler justement de ce sentiment de liberté de création et de liberté de ressentir dans le contexte du Web3. Encore une fois, shout out. Et en fait, ce Web3, là, qu'est-ce que c'est? Ce metaverse, ce Web3, et pourquoi c'est utile pour les créatifs, pour les créateurs? Parce que ce Web3 que l'on considère comme le metaverse, c'est finalement un système des technologies du web qui est basé sur la technologie de la chaîne de blocs et donc de la blockchain pour les anglophones, en comparaison et en opposition en fait au Web 2 qui lui est considéré comme le web social que l'on connaît tous maintenant. Et alors, ouais, dit comme ça, j'avoue, le metaverse, c'est un peu apeurant, un peu weird, un peu comme pourquoi je voudrais faire de quoi là-dedans, ça a l'air froid, ça a l'air controversé, puis tout. Et comment je peux, moi, exprimer ma vulnérabilité aux yeux de tous dans ce metaverse, dans ce Web 3, alors que c'est déjà difficile dans le Web 2, là. Pourquoi on ferait ça? Moi aussi, je me posais la question. Puis il s'avère que depuis comme une bonne année maintenant, donc depuis début janvier, j'ai rencontré tous ces gens-là qui, genre, en tout cas, une grosse partie ne sont pas tous là, mais tous ces gens qui, en fait, cultivent la même envie que moi, la même envie de démocratiser la vulnérabilité, de démocratiser l'art et l'artiste aussi en lui-même en tant qu'individu qu'on a trop souvent désolidarisé en fait de la création elle-même et nous en tant que créateurs on se désolidarise souvent aussi de cette création-là au profit de mettre en lumière notre œuvre et parfois on finit par s'oublier. Donc on milite un petit peu pour ça. Et en fait, évidemment, tout ça, c'est très, très inconnu. Le Web3, les NFT, le Metaverse, c'est l'angoisse totale chaque jour. Parce que c'est inconnu. Et en fait, qui dit inconnu dit potentiellement et définitivement anxiété. Mais pas que pour moi, pas que pour des gens qui ont une tendance à l'anxiété de base, mais pour des gens qui découvrent ça et qui ont envie de créer, qui ont envie de montrer ce qu'ils savent faire au monde. Mais c'est paralysant, en fait, de découvrir des choses nouvelles parce que c'est plein d'incertitudes. Et comme vous le savez sûrement, l'anxiété, c'est aussi cette tendance à vouloir et avoir besoin d'anticiper le lendemain, de quoi sera fait demain, parce qu'il y a ce besoin de réassurance, de réconfort et de trouver une réponse à ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les gens que je rencontrais avaient cette même question, puis on est juste là, on se regarde, mais on n'en parle pas, tu sais. Puis moi, je suis comme, mais là, on est cave, pourquoi on fait ça? Donc, je me suis dit, je vais juste créer une place dans laquelle on va juste pouvoir se regrouper, puis on va pouvoir parler de ça peut-être. Si on est confortable dans notre inconfortable, on va réussir à s'en parler. Et du coup, j'ai créé
cette chose, cette merveilleuse chose que j'aurais jamais pensé créer de ma vie et qui en fait était quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire, mais j'en avais pas conscience. Cette chose-là, c'est Heal the Deal. C'est en fait un club de sport émotionnel dans le metaverse qui vise évidemment à offrir ce qu'on appellerait un safe space à la portée de la main à tous les membres et les utilisateurs qui le désiraient. Donc, dans cet espace-là, on a évidemment des créatifs, on a des collectionneurs d'art, on a des gens qui ne sont pas du tout créatifs, qui viennent d'un background vraiment plus administratif ou plus de gestion de marque, etc. On a beaucoup de profils qui se rencontrent et qui créent quelque chose de nouveau et qui créent une nouvelle symbiose. Et dans cette symbiose-là, nous, nos champs d'action, on va avoir 2 grands champs d'action finalement. Ça va être nos activités communautaires, que là, par exemple, on a majoritairement sur Discord. Donc, on va parler et démocratiser cette idée de la vulnérabilité, cette sensibilité à la santé mentale dans nos discussions journalières, dans nos interventions publiques aussi. Et dans un second temps, on a ce qu'on appelle notre, une aventure crypto-artistique qui vise à représenter la métaphore d'un voyage vers la guérison. Vous suivez là? C'est bon, non? Pas mal. Et donc, dit comme ça, là, c'est un peu weird, mais en fait, il s'avère que visualiser ces phases-là de l'évolution de la psyché et de l'évolution vers une santé mentale, en fait, améliorée, l'amener comme ça peut être très salvateur, que ce soit pour moi qui crée ces visuels-là ou pour les gens qui en témoignent et qui en font des choses, ce qu'ils en veulent, finalement, parce que ça leur appartient une fois qu'ils ont ces visuels-là. Et dans cette optique-là, on essaie, à travers ces 2 champs d'action, de pouvoir définir un Web3, un Metaverse qui, au-delà du fait d'être une révolution, technologique et artistique, pourrait aussi être une révolution pour la santé mentale, pour la sensibilité émotionnelle et pour finalement rendre cet univers de base du web qui, lui, a toujours été un petit peu anonyme, froid et un peu moins chaleureux que ce qu'on aurait souhaité. Moi, je suis vraiment très, très reconnaissante, évidemment, de ça. Mais c'est de la job, là. Fait que, avant que tout ça se fasse, on va continuer à acheter de l'Ethereum, I guess, si ça tombe pas, là. Puis on va, toi et moi, tu sais, continuer à pas mal pleurer, je te le cache pas. On va peut-être créer des trucs dont on sera pas fier ou des trucs où on sera un peu plus content de ce qu'on a fait. On va beaucoup souffrir, puis ça va être vraiment difficile. Mais ce qu'on veut, c'est pouvoir imaginer ce demain-là, un demain où on va peut-être pouvoir se dire, et que moi, je vais peut-être pouvoir me réveiller en me disant, OK, aujourd'hui, ça va bien, là. C'est ça. Merci.